Très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2025, dimanche. Et donc, on va partager l'actualité politique. C'est que, on va dire aujourd'hui, le gouvernement congolais est-il prêt pour coopérer avec les États-Unis? Voici les changements urgents à faire par le président Tshisekedi pour réussir son deal avec les États-Unis. Vous devez savoir, nous devons déjà commencer à apprendre à parler l'après-deal. Oui, après avoir signé le deal, qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous nous comporter pour que nous puissions, pour que nous puissions bénéficier des avantages de ces deals? Donc, voilà ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, puisque nous devons déjà nous préparer, anticiper des choses pour ne pas être surpris et que nous ne soyons pas ignorants, que nous ne devons pas pleurnicher après. Donc, on doit comprendre déjà qu'est-ce qui nous attend après la signature de ces deals, parce que c'est déjà prêt, et c'est à nous de voir maintenant comment on va se comporter, que devons-nous faire, qu'est-ce que l'État congolais doit faire après ces deals ici pour pouvoir capitaliser tous les acquis de ces deals. Voilà. Alors, pour y arriver, pour réfléchir sur ces sujets, on va aller décortiquer en ces points ci-après. Donc, un gouvernement des compétents et pragmatique, on va les analyser pourquoi il est nécessaire d'avoir un gouvernement compétent et pragmatique, investir dans les domaines avec lesquels les demandes d'emploi seront au besoin, réduire le format du gouvernement, investir dans l'armée et dans les cybertechnologies, changer notre constitution, organiser l'administration publique, revoir notre système éducatif rapidement. C'est très urgent. Aussi, créer un task force des universités pour avoir une ressource humaine adaptée au contexte, aux réalités qui est en train de se créer maintenant. Et voilà. Sans tarder, on va commencer directement. Très chers internautes, ce que nous vous demandons, c'est d'aimer nos vidéos pour nous permettre de pouvoir continuer à interagir. Nos vidéos seront référencées par YouTube. S'il n'y a pas assez de j'aime, on a des difficultés parce que nos vidéos ne seront pas mises, ça sera bloqué et on aura des difficultés pour continuer à interagir. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est la moindre des choses pour vous. Je sais que vous aimez ce que nous faisons, aidez-nous à aimer nos vidéos pour que nous continuions à interagir avec vous. Ça sera une très bonne chose pour nous. Ça va nous aider à continuer à faire ce travail, de partager des informations et d'actualités, mais aussi d'interagir comme je suis en train de le dire. Voilà. Le premier point, un gouvernement des compétents et des pragmatiques. Nous sommes en train de travailler, nous allons travailler maintenant là, après la signature de ces deals avec les Américains. Les Américains sont des anglophones, ce sont des gens qui ne sont pas des idéalistes, ils sont des réalistes, des pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut mettre au sein du gouvernement congolais des personnes qui savent comment passer des décisions prises à la concrétisation de ces décisions-là. Et donc, dans chaque poste ministériel, il faut mettre des personnes qui maîtrisent les dossiers, qui comprennent comment faire. Il faut pas mettre des apprentis sorciers qui vont venir apprendre au niveau de gouvernance, alors que nous sommes en train de faire courir derrière les temps. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas la réussite de la République démocratique du Congo, mais aussi du président Tshisekedi. Alors, le président Tshisekedi, comme c'est lui qui est, qu'on peut dire, le Moïse qui est arrivé au bon moment pour pouvoir apporter des solutions, arracher la République démocratique du Congo dans les mains des agresseurs, de nos ennemis, ceux qui ne voulaient pas voir le Congo exister, mais aussi se développer, sont dans l'échec. Et donc, le président Tshisekedi doit tenir compte. Mettre des personnes qui sont capables de pouvoir passer dans l'action, ne pas rester dans les théories. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de préciser, nous devons déjà, le deuxième point, c'est-à-dire que réduire le format du gouvernement. Ça sert à rien de mettre autant de ministères alors que nous pouvons réduire des ministères pour mettre des ministères essentiels, les ministères des combats. Donc, il faut déjà, ce que nous proposons, mettre les ministères de la recherche scientifique, ramener, les relever au niveau des vice-primatures de la recherche scientifique, parce que tout se base sur la recherche scientifique. Vous devez savoir que la science existe. La science est et c'est-à-dire que lorsqu'on a la science, on a des règles, il y a des disciplines. Chaque domaine a ses règles, ses disciplines, son objet, ses méthodes. Donc, il faut la science. Seule la science peut nous aider à pouvoir poser des bases, faire des diagnostics adaptés, c'est-à-dire qui correspondent à la maladie.
qui souffre la République démocratique du Congo dans chaque domaine respectif. Et donc, ça nous permet de pouvoir concevoir. Vous savez que les problèmes majeurs de la République du Congo, c'est l'absence ou sinon la mal-préparation des politiques publiques de développement dans chaque secteur. Les politiques publiques sectorielles, c'est une force pour le développement de tout État. Ça signifie quoi dans les termes simples? C'est-à-dire que nous sommes dans un domaine des ministères de la santé publique. Nous devons voir une politique, c'est-à-dire quelle est notre conception de la santé. Comment nous prévoyons organiser notre secteur de santé? À la fois au niveau interne, notre système d'organisation de santé, mais aussi notre politique vis-à-vis des investisseurs qui veulent venir investir dans ces domaines de la santé. C'est ce qu'on appelle la politique sectorielle dans ces domaines-là. Ça permet déjà aux investisseurs, avant de venir, ils peuvent vous lire et voir, ah voilà, dans ces domaines ici, je vais gagner parce que c'est des business. Au-delà de tout, au-delà de des bien-être, mais il y a un problème aussi, ce qu'on appelle des intérêts. Et donc, nous devons avoir des politiques publiques sectorielles. Dans chaque secteur, il faut concevoir des politiques publiques. C'est ça l'importance de ces politiques publiques de développement qui permet, des sectoriels, qui permet à ce qu'il y ait des investisseurs, mais aussi l'organisation. C'est-à-dire que chaque domaine soit lisible, on peut les lire clairement. Voilà, chez nous, ici, c'est comme ça marche. Et si c'est bien, c'est transparent, c'est clair, ça permet aux investisseurs de ne pas hésiter et de venir. Voilà les points à ne pas oublier. Voilà. Un autre élément important, c'est qu'investir dans l'armée et dans les cybertechnologies. Nous devons savoir que, c'est vrai, nous avons eu cette occasion et qu'il y a eu des guerres entre nos adversaires, soit nos ennemis, le Rwanda et le reste du monde, certaines personnes qui ne veulent pas avoir la politique se développer. Et donc, lorsque nous avons eu un partenaire efficace qui a permis à ce que ces gens-là voient qu'ils sont dans des difficultés pour avancer, ils sont obligés de pouvoir négocier. Et donc, nous devons nous préparer. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, on ne sait pas. Ils ne savent pas toujours rebondir. Parce que le monde, c'est un monde, c'est-à-dire qu'en relation internationale, on appelle ça un monde de désordre. C'est-à-dire qu'il y a que des intérêts qui priment. Votre ami d'aujourd'hui peut venir votre ennemi et alors le pur ennemi même de demain. Et donc, il faut se préparer lorsqu'il y a cette accalmie. Nous puissions nous organiser. C'est-à-dire que recruter d'armée, former l'armée, acheter des munitions, conclure des partenariats stratégiques en termes des armements, monsieur de l'armée, la formation et la base, pour pouvoir sécuriser toutes nos frontières et être maître de notre territoire, puisque là, on est en train de récupérer l'intégrité territoriale de la République du Congo et nous devons en être conscients et nous organiser. Le monde aujourd'hui, c'est le monde de vitesse des technologies. Mettre des technologies, acheter des drones de combat, les drones de contrôle, nous connecter aux satellites. Nous avons assez de moyens avec tant de richesses que nous avons. Nous devons organiser dans ce sens-là pour pouvoir faire face à tous les aléas qui peuvent venir à tout moment. Alors voilà ce que nous pourrons dire. Un autre élément, c'est organiser l'administration publique. Vous devez savoir que l'État fonctionne par l'administration publique. Je vais vous donner l'exemple de la Belgique. Pendant un certain temps, la Belgique n'avait pas de gouvernement. Mais l'État fonctionnait comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une administration très bien organisée qui fonctionnait normalement, puisque l'administration, c'est la base. Dans chaque secteur, il y a l'administration qui existe. L'administration est constituée des experts, des gens qui font carrière, qui connaissent leur domaine comme des bouts de doigts, comme ça. Et donc, cette administration-là, ce sont des gens formés, mais aussi organisés. Donc, nous devons avoir une administration qui soit à même de pouvoir combler les vides si jamais il y a des difficultés au niveau politique. L'administration et la politique peut continuer à faire ce travail-là sans qu'on sente qu'il y a un couac qui est entre les acteurs politiques, mais aussi et la société, son fonctionnement. Voilà pourquoi nous disons que l'administration doit être bien organisée. Un autre élément important, c'est revoir notre système éducatif très rapidement. C'est quoi les systèmes éducatifs? Vous devez savoir que les systèmes éducatifs, c'est notre conception de l'éducation, de la formation. Quel type d'éducation voulons-nous donner à nos enfants? Et comment adapter notre éducation par rapport à nos besoins? C'est-à-dire que les systèmes éducatifs devraient marcher de pair avec les systèmes économiques. Ce qui signifie que maintenant là, nous avons des investisseurs ou soit des entreprises, nous avons signé un partenariat avec les États-Unis qui vont venir. Il y aura un besoin des experts dans chaque domaine, des techniciens dans le domaine des minéraux, dans les domaines des transformations de l'industrie, étant dans tous les secteurs. Et nous devons maintenant, l'État, qu'est-ce que l'État va faire? L'État, dans ce genre de situation, il investit. Comment il investit? Il accorde des bourses, des formations dans des domaines qui feront l'objet des demandes lorsque nous allons signer ces partenariats. Parce qu'au-delà des États-Unis,
le fait que les États-Unis vont venir au Congo, d'autres entreprises, d'autres pays vont venir parce que déjà les États-Unis est là et tous les autres pays savent que puisque les États-Unis est là, c'est qu'il y a du sérieux, ils vont venir. Donc, c'est un avantage pour nous. Nous devons maintenant adapter notre éducation. S'il faut fermer certaines facultés pour avantager d'autres au regard des besoins que nous aurons, alors, on n'a pas obligé seulement de continuer avec la faculté des droits, par exemple, la faculté des, ou d'autres facultés, alors que ce n'est pas nécessaire pour les ça. Nous avons déjà assez de juristes, on peut décider, bon, voilà, investissons dans le domaine de l'agronomie, investissons dans le domaine de l'ingénierie, investissons dans le domaine des pétroliers, par exemple. On investit, l'État accorde des bourses. Si vous voulez travailler, vous terminez vos diplômes, vous avez 2 ou 3 ans de formation dans ces domaines-là. Et les gens, on va produire des gens. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce que pour éviter que nous soyons inondés par des étrangers par manque de la main-d'œuvre locale. Pour pouvoir bénéficier de tous ces acquis-là, des avantages qui peuvent venir, il faut avoir de l'expertise dans des domaines qui est demandé. Et donc, nous devons préparer, investir, donc adapter notre système éducatif par rapport à nos besoins. C'est-à-dire, les systèmes éducatifs devaient marcher de pair avec les systèmes économiques. Voilà. Un autre élément, c'est de créer un task force. C'est-à-dire que les ressources humaines devaient être utilisées par la République. Le président de la République devait savoir que les ressources humaines de la communauté du Congo, c'est d'abord les universités. Nous avons les plus meilleures universités d'Afrique, surtout d'Afrique centrale, et que nous devons utiliser ces expertises-là, ces intellectuels-là, pour pouvoir constituer, composer des politiques publiques adaptées, mais pouvoir aussi voir comment on peut faire face au strike, parce qu'il y a que des intérêts. Les Américains et les autres qui vont venir, et ils vont venir pour gagner leurs intérêts. Oui, c'est vrai, ils vont dire gagnant, mais ils savent ce qu'ils vont gagner. Nous, si nous devons savoir ce que nous devons gagner, c'est pourquoi nous devons définir nos priorités. Pour les définir, il faut que les gens qui connaissent des domaines, ils savent à qui nous sommes, on est en face de qui, comment on se comporte. C'est ça ce qu'on appelle la négociation. Dans les négociations, il faut savoir, il faut avoir la maîtrise de la personne qui est en face de toi. Comment elle est, comment elle se comporte, comment on peut négocier avec elle. C'est comme ça qu'on peut gagner quelque chose. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, dans la négociation, on obtient c'est pas seulement ce qu'on veut, mais on obtient ce qui ressort de la négociation. C'est-à-dire qu'on sera appelé à faire des concessions, mais des concessions tout en définissant nos positions. Si nous avons nos positions, c'est-à-dire que nous savons que oui, voilà, on a mis une marge ici, mais oui, on peut perdre ça, mais on peut arriver jusqu'ici. Ici, c'est bon pour nous. Tout ça là, ça se prépare. Et il faut une formation déjà négocier. Moi, je suis expert, par exemple, en négociation. Je sais comment on négocie, comment on crée des hypothèses de négociation, comment on définit une position pour une partie afin de faire face à la personne qui est face de toi et pour pouvoir tirer profit de ces négociations-là. Voilà ce que nous pourrons faire. Voilà ce qu'on a voulu développer avec vous ici. Alors, pour finir notre exposé d'aujourd'hui, on va essayer de parler de cette problématique des Matata Polo. Alors, est-ce que Matata Polo instrumentalise-t-il les députés contre la Cour constitutionnelle? Nous avons vu hier ou avant-hier, il y a eu des députés, plus de 50 députés, qui se sont constitués pour pouvoir demander et défendre les députés Matata Polo, disant que leurs immunités sont en train d'être bafouées par la constitutionnelle. Ça, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. La première chose, sur les plans politiques déjà. Les députés, 50, nous savons qu'il n'y a pas assez de députés de l'opposition au sein de la majorité. Comment les députés de la majorité peuvent-ils aller défendre un opposant alors que qui a été gouvernant, qui a été premier ministre comme ça si facilement et jeter en pâture une institution qui est indépendante ou autonome comme le pouvoir judiciaire, c'est une institution politique qui est reconnue de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle. On ne peut pas venir se faire ça. La moindre des choses pour ces députés-là, ce qu'ils devraient faire, c'est qu'ils devaient d'abord, au niveau de la commission, bon, nous avons entendu des échos, on interpelle notre collègue député, on va l'interroger dans notre commission, sous-commission, pour voir qu'est-ce que se passe justement. Ils ne l'ont pas fait, ils passent pour défendre. Donc là, ça nous pose des questions. Est-ce que c'est une instrumentalisation? Donc, même si c'est une instrumentalisation, le fait que nous ayons des députés qui soient instrumentalisés à ces points, donc ce sont des députés qui ne savent pas leur travail. Ils savent bien qu'ils ont un travail, ils peuvent convoquer des ministres, c'est-à-dire que les interpeller pour qu'ils viennent se justifier. Nous avons tout un ministère de la justice. Pouvez-vous l'appeler bien le ministère de la justice pour se poser la question, qu'est-ce qui se passe en termes de respect des règles de droit? On ne peut pas s'opposer à une cour alors que nous savons tous que les décisions, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet des débats ou soit
d'appel dans ce sens-là. Alors, et étant des hommes d'État, ils ne pouvaient pas se comporter dans ce sens-là. Les faire, ça signifie que ce sont des députés qui sont arrivés là par hasard de l'histoire, ils ne savent pas leur rôle. Donc, c'est dommage pour notre État, donc c'est regrettable. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Très chers internautes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je me présente. Je suis Guilhem Ikobikwete, juriste et de formation, expert en politique publique, en stratégie de développement et chercheur en droit public interne, mais aussi diplômé en ressources humaines et négociateur. Et donc, quant à moi, je veux me libérer là, tout en vous souhaitant toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer nos vidéos pour permettre à ce que nous continuions à interagir et que nos vidéos soient référencées par YouTube. Je vous dis merci et à la prochaine.